Bonsoir à tous, merci d'être là. C'est toujours un immense plaisir que de revenir au Centro Espagnol, que je remercie chaleureusement pour son accueil. Merci aussi à Francisco, mon ami, avec qui j'ai si souvent mêlé la musique et la littérature. Et précisément, c'est lui qui, en ouverture, va nous offrir quelques notes avec ces magnifiques et précieux instruments. À toi, Francisco. Alors, si tu permets, je... Oui, oui. Voilà, je ne suis pas luthiste, je suis pas... Mais j'ai joué ces instruments. Et j'ai pensé à ça pour le livre de Sylvie, Nicole, par rapport aux sonorités. C'est les sonorités, vous allez entendre les sonorités de l'époque, de ces époques en fait. La musique médiévale, vous savez, c'est 400 ans, c'est sur 400 ans. Ouais. Ça fait loin. Oui. Alors, je vais vous faire entendre deux types de musique de ces époques. Une musique de cour et une musique plus populaire, mais méditerranéenne aussi. Oui. Voilà. Alors, je vais jouer juste une petite pièce. Je prends des risques. C'est de Guillaume de Machaut. 13e siècle, donc. 14e siècle, pardon. 14e siècle. C'était un tube à l'époque. Ça s'appelle Lus qu'un diamant. Oui. Il y avait des tubes. Je vais essayer de faire entendre. Donc, imaginez, voilà, on ne jouait pas dans des salles de concert avec ces instruments. On jouait dans le salon, voilà, d'où le mot musique de chambre. Oui. Alors, je ne sais pas si je vais trouver les cordes.
Bravo et merci beaucoup. Comment vous l'appelez? C'est un luth renaissance. Luth renaissance. C'est l'instrument sur lequel on a découvert toute la polyphonie. Ouais. C'est-à-dire que avant Bach, avant les fugues de Bach, on avait des ricercadas, des fantaisies, c'était des improvisations où on découvrait la polyphonie, dont on pouvait jouer plusieurs voix en même temps, sur un instrument assez sommaire finalement, mais par contre qui a beaucoup de cordes. Alors celui-là, il en avait 4, il y en a eu 4 au départ, et après il y en a eu 6. Ça, c'est un luth à 8 chœurs. On appelait, parce que les cordes sont doubles. Donc, c'est un luth à 8 chœurs. Les doubles cordes, on appelle ça un chœur. Et après, on est passé aux 18 chœurs. Mais là, c'est devenu l'époque baroque. Donc, c'est encore un autre instrument qui est accordé encore différemment. Et, voilà. Et ça se lie avec des tablatures. Vous savez, les jeunes qui jouent la guitare maintenant avec des tablatures, ils n'ont rien inventé, au XIIIe siècle ça existait déjà. Ouais. C'est un système, les gens il fallait aussi qu'ils apprennent à se battre à l'épée et tout ça, alors ça permettait d'apprendre la musique sans faire de solfège en fait, plus ou moins. C'est un système de lecture tout simple, comme les petits pianos d'enfants avec des touches vertes, bleues, de toutes les couleurs. Voilà, ça permettait de faire de la musique. Sans vraiment apprendre le solfège. Et celui-là Après. Merci Francisco. Ça s'appelle un luth renaissance. Luth renaissance. Et donc j'enchaîne moi maintenant, après Ligne de crête, présentée ici même en octobre. Je vous propose cette fois-ci un nouveau roman historique intitulé Libres et sables. Le roman historique, c'est un genre que j'affectionne, même si j'ai pu écrire ce que j'appellerais de purs romans, des nouvelles et même un roman policier. Mais le roman historique, il me plaît particulièrement parce qu'il permet de camper des personnages comme vous et moi, avec leur petite histoire, avec tout ce qui a pu leur arriver, mais au sein de l'histoire avec un grand H. Et en même temps, ça nous permet à nous de jeter un regard qui passe justement par celui des personnages de fiction, bien sûr, mais qui ressemblent à ceux qui l'ont réellement vécu, mais dans l'ombre. Et puis je constate aussi, vous le constatez certainement avec moi, que l'histoire malheureusement est un éternel recommencement dont on ne tire pratiquement jamais aucune leçon. Sur un étroit quai du port de Palerme, ils étaient 7, 3 femmes et 4 hommes, alignés, debout devant le marchand d'esclaves venu chercher sa cargaison. Massif, mais de petite taille, il se redressait de toute sa hauteur et aboyait ses ordres, pointant du doigt celui ou celle à qui il s'adressait. « Tu t'appelleras Katrina ». En pleine détresse, Asiadé le fixa éperdument. « Ne me regarde pas ainsi, baisse les yeux, effrontée !» Terrorisée, elle se recroquevilla sur elle-même, frissonnant dans le petit matin glacé. « Toi, ce sera Joseph, et toi, Margarita. Tâchez de vous en souvenir, que je n'ai pas à le répéter. » Aucun ne prit le risque de répondre, pas même d'acquiescer. Fatigués, affamés, transis, ils étaient incapables de réagir. L'interminable voyage sur mer était terminé. Du moins était-ce là ce qu'ils avaient cru comprendre. Restait à savoir où on les enverrait et comment. Ils ne savaient même pas sur quelle terre ils se trouvaient. Sans doute seraient-ils séparés. Les regards, furtifs ou insistants, avaient été le seul moyen de communiquer entre eux. Asiadé, gêné, avait souvent baissé les yeux.
elle n'avait que 12 ans. Elle ne le savait pas, car elle ne connaissait pas son âge. On lui en aurait facilement donné 15. Toutefois, à l'évidence plus jeune que ses compagnes, elle avait vite compris qu'elle ne pouvait compter que sur elle-même. Les autres l'ignoraient. De toute façon, il était interdit de parler. Sur le bateau, elle avait vu l'un de leurs gardes rouer de coups deux malheureuses pour quelques mots échangés. Telle est donc la première page de mon roman. Il commence à Palerme et Collioure en 1453 et il s'achève à Collioure en 1476. Mais pour l'essentiel, il se passe à Perpignan. Asiade Katrina est l'un des personnages principaux. Vous aurez compris qu'on donnait aux esclaves des prénoms chrétiens, toujours les mêmes d'ailleurs: Anthony, Jordi, Johanne, Joseph, Katrina, Margarita, Magdalena, Maria, Lucia, Martha. Les esclaves, par conséquent, perdaient leur identité, et c'est l'un des thèmes récurrents de mon livre. Un personnage secondaire, Margarita, a servi enfant à oublier d'où elle venait, son vrai nom, sa famille, sa langue. Quand elle vieillit et que ses maîtres la franchissent, comme c'était souvent l'usage, elle n'a nulle part où aller, elle n'a aucune attache, où que ce soit. Et comme ce fut souvent le cas dans la réalité du Moyen-Âge, elle est restée chez ses maîtres. Jamais révoltée, elle fait preuve d'un certain fatalisme qui, au fond, est une forme de sagesse face à une condition que, de toute façon, elle ne pouvait en aucun cas changer. Ce personnage que j'ai voulu attachant a un côté rude qui masque sa bonté et aussi un très solide bon sens. Elle ponctue volontiers ses propos d'un « à cop ségur », c'est-à-dire à coup sûr. Quant à Katrina, l'héroïne, elle se désespère d'oublier petit à petit le visage de sa mère. Et son amie Michela, sarde par sa mère et sa grand-mère, cette dernière ayant été enlevée sur le rivage de son île toute jeune, eh bien Michela, elle ne sait rien non plus de ses origines. Je voudrais maintenant vous parler un petit peu de la genèse de mon roman. C'est au cours de mes recherches en 2012-2013 pour mon roman intitulé Couleur corail que j'ai découvert l'ampleur de la pratique de l'esclavage en Méditerranée au Moyen-Âge. Ce commerce était très lucratif et répandu sur tout le pourtour de cette mer. C'est pas surprendre peut-être, mais le Roussillon, et plus particulièrement à Perpignan, il y a eu des esclaves jusqu'au XVIIe siècle, comme en attestent des actes notariés d'achat, de vente, qui sont conservés aux archives de la ville, avec un dernier document qui est daté de 1667 et qui est cité par Auguste Brutails, un archiviste des Pyrénées-Orientales de la fin du XIXe. Et puis il y a aussi, pour la même époque, la fin du XVIIe, l'anecdote d'une esclave de 20 ans en fuite qui a réussi à se réfugier à Toulouse. Toutes les classes de la société admettaient l'esclavage. Hommes de loi, hommes d'épée, prêtres, religieuses, marchands. L'évêque d'Elne, au XIIIe siècle, avait 8 esclaves, dont 6 païens, c'est-à-dire musulmans. Ce sont très souvent des Sarrasins, mais pas toujours. Après 1350, ce sont des Russes, des Tartares, des Bosniaques, des Bulgares, des Circassiens, des Sardes, etc. Au XVe siècle, la plupart des esclaves sont russes ou circassiens. Et à Perpignan, il y a eu assez vite beaucoup plus de femmes esclaves que d'hommes. Entre le XIVe et le XVe siècle,
1 millier de femmes ont été esclaves à Perpignan. Les fabricants de draps de la ville envoyaient dans les ports les plus reculés du littoral méditerranéen leurs tissus extrêmement renommés et les nefs catalanes leur rapportaient des épices, des soieries, du pastel, de la garance et des esclaves. L'esclavage subsista pendant l'occupation française de Louis XI et de Charles VIII, alors qu'en France, il était interdit depuis un édit de Louis X le Hutin, c'est-à-dire le têtu. Un édit qui est daté de juillet 1315 et qui affirmait, je cite, « Selon le droit de nature, chacun doit naître franc ». Et officiellement, depuis cette date, mais avec quand même quelques entorses, le sol de France affranchit l'esclave qui le touche. Sauf qu'à partir du moment où l'esclavage dans les colonies est devenu essentiel pour l'économie de la France, le discours il a quand même changé. Et à partir du XVIIe siècle, la France établit son empire colonial dans les Antilles et les planteurs, vous le savez, importent alors des esclaves d'Afrique, soit pour travailler aux champs, soit pour servir de domestiques. Et pour ce qui est du Roussillon, l'esclavage tel qu'on le pratiquait au Moyen-Âge a progressivement cessé tout de même après l'annexion par la France en 1659. Mais je vous citais tout à l'heure quand même un fait qui est postérieur. Revenons à Libres esclaves. J'avais donc en tête le projet d'écrire un roman sur les esclaves à Perpignan. Seulement en dehors des actes notariés aux archives, les documents ils ne sont vraiment pas nombreux. J'ai cité il y a quelques instants le livre d'un archiviste du 19e, Auguste Brutaille. Et aujourd'hui, le spécialiste de la question, c'est un universitaire, Aymat Katafao, que j'ai sollicité et qui a eu la gentillesse, croyez-moi, c'est rare, de me communiquer quelques-unes de ses propres notes et quelques références d'un historien belge qui, de son côté, s'est intéressé à l'esclavage dans toute l'Europe. Je n'ai trouvé aucune représentation, aucune image d'esclaves, ce qui m'a bien manqué, vous vous en doutez. J'ai trouvé heureusement des textes qui ont compensé, mais pas d'images. La raison en est très simple, c'est que l'iconographie du Moyen-Âge, elle est avant tout religieuse. Et les esclaves, ce sont des objets, des marchandises dont la représentation n'a véritablement aucun intérêt. Alors, ce fait a aussi posé un problème à mon éditeur quand il a voulu illustrer la première de couverture de mon livre, parce que, comme moi, il ne trouvait rien. Alors, il m'a proposé le portrait d'une circassienne du Moyen-Âge, certes, mais il s'agissait d'une concubine en Orient qui n'avait rien à voir avec mon personnage. Donc je lui ai dit, pas question. Il a fallu qu'il cherche autre chose. À noter d'ailleurs que les images de Perpignan et de Roussillon ne sont pas nombreuses non plus et que surtout elles sont très très peu réalistes. Et l'exception, c'est l'image finalement retenue par mon éditeur pour la première de couverture. C'est une partie de la prédelle, c'est-à-dire la partie inférieure d'un tableau d'autel, du retable de la Trinité, peint sur bois en 1489, donc en plein dans ma période, et qui se trouvait dans l'ancienne chapelle de la Loge de Mer de Perpignan. Alors on voit d'ailleurs une représentation de la Loge de Mer avec les bourgeois qui déambulent en dessous, et c'est une représentation qui est assez proche de ce qu'était effectivement la Loge de Mer à l'époque. Alors on voit aussi
une évocation beaucoup plus symbolique de Collioure. On voit les portefaix là sur les quais, et puis une image très approximative, et la mer qui est censée évoquer Collioure. C'est symbolique, naturellement. Et puis mon éditeur donc a rajouté ici une chaîne qui symbolise évidemment l'asservissement, l'esclavage. J'ai construit mon roman de la manière suivante. Il y a deux parties et un épilogue. La première partie, elle va de 1453 à 1461 et je l'ai intitulée donc Esclavage. La deuxième partie, c'est 1461-1476, intitulée Vers la liberté. Et puis j'ai mis un épilogue que j'ai situé en 2004 pour faire le lien avec les Catalans d'aujourd'hui qui sont fiers de leurs origines, à juste titre, et qui caressent encore aujourd'hui parfois l'espoir d'être à nouveau réunis avec leurs frères du Sud dans une Catalogne indépendante. Je n'en dirai pas plus, mais je voudrais que cet épilogue incite chacun de mes lecteurs à réfléchir. Une chroniqueuse littéraire l'a qualifié récemment, je cite, de pied de nez à ceux qui prônent racisme et exclusion. Ma foi, ça me paraît tout à fait juste. J'ajouterai que les 12 pages de cet épilogue sont celles que j'ai écrites en premier, immédiatement suivi des 3 dernières pages du roman proprement dit, avant de revenir au reste du livre, comme j'ai l'habitude de le faire au début, la première page que je vous ai lue tout à l'heure, et puis ma façon de travailler est souvent la même et surprend parfois. Je n'écris pas au fil du temps ni au fil des pages, j'écris en premier les passages clés de mon roman parce que j'ai un projet en tête et que il faut que ça corresponde à ce projet. Alors bon, ensuite quand j'ai fini, ça je le dis par parenthèse, il m'arrive, et ça a été le cas, de revenir sur la fin que j'ai déjà écrite, mais globalement, ça reste ce que j'ai conçu. C'est plutôt au niveau de l'écriture que je fais quelques modifications. Dans mon livre, il y a de très nombreux personnages et j'en ai dressé la liste au début pour justement faciliter la lecture et que mes lecteurs ne soient pas perdus en se demandant qui est qui et qu'est-ce qui se passe. Il y a donc 2 personnages principaux, Katrina, qui est née Asiadé, qui est une esclave circassienne. J'ai inventé ce prénom en pensant à l'héroïne éponyme du roman de Pierre Loti, Asiadé, qui renvoie à une jeune circassienne, c'est-à-dire au nord-ouest du Caucase. Et depuis, j'ai trouvé le prénom moderne Asiade, d'origine perse, paraît-il, et qui signifie liberté. Alors mon Asiadé, à moi, elle a été enlevée par des Génois sur les bords de la Grande Mer, la Mare Maggiore des Génois, c'est-à-dire la mer Noire. Et elle a été vendue à Palerme, qui était alors la plaque tournante du commerce des esclaves au Moyen-Âge. Elle a été vendue à un négociant catalan qui l'a emmenée à Collioure, et là, il l'a remise à un marchand qui lui en avait passé commande et qui, à son tour, la revend à l'Ancan, au marché, sous les arcades de la Galinaria à Perpignan. Quand vous passerez rue de la Barre, vous penserez aux barres de fer tendues justement entre les arcades auxquelles étaient suspendues les pièces de viande et les volailles, d'où le nom de Galinaria. Et à la Galinaria, comme sur la place de la Loge d'ailleurs, on vendait aussi à l'Ancan des esclaves. Petite précision quand même, les colonnes actuelles de la galerie couverte de la rue de la Barre ne datent pas du Moyen-Âge, elles datent de 1875.
Mon second personnage principal, c'est Abdallah, un pêcheur d'Ifriqiya, qui correspond à peu près à la Tunisie actuelle. Il a été affublé du sobriquet de Baphumet par son premier maître et il a été nommé Jordi par le second. Il a été capturé peut-être par une galère corsaire. Je vous rappelle que les corsaires recevaient des lettres de marque des souverains pour s'emparer de tout navire, de préférence marchand, de tout navire ennemi. Mais c'est peut-être pas une galère corsaire qu'il a enlevée, c'est peut-être une galère de pirate, c'est-à-dire d'un bandit des mers. Toujours est-il qu'il a été enlevé et vendu dans un port pour finalement, lui aussi, arriver à Collioure. Dans mon esprit, Katrina et Baphumet incarnent chacun d'une façon personnelle une façon d'assumer leur esclavage, ce qui renvoie à la fois à l'oxymore du titre, libres esclaves, et à la phrase de Fuenquinos que j'ai placée en épigraphe, j'aimais cette liberté qui pouvait conduire au désastre comme à la lumière. Katrina, elle est achetée 30 livres. Pardonnez-moi la comparaison, mais à l'époque, une vache et son veau valaient 25 livres. Une mère et son enfant, par contre, valaient beaucoup, beaucoup plus cher. Ça pouvait aller jusqu'à 100 livres. Bernat Barbaroja, le marchand d'esclaves dans mon livre, il a réellement existé au XVe siècle. Et ce qu'évoque son nom m'a décidé à ne pas lui en inventer un autre, parce que Barbaroja, Katrina acheté, appartient à un riche maître drapier, Ramon Antillac, qui en homme de son temps considère, je cite, que les esclaves sont assimilables à des objets qui n'ont pas d'émotion. C'est loin d'être le cas, évidemment, et confrontée à de terribles épreuves, à la fois comme esclave et comme femme, elle résiste, capable de s'évader par la pensée, en regardant à travers une fenêtre en direction de terre qui ressemble peut-être à la Circassie. Dans les pires moments, je cite, elle réussissait à s'enfuir par sa seule volonté. Elle devenait un oiseau léger qui s'envolait à tire-d'aile dans un ciel tout bleu. Elle entendait chanter le vent. Elle voyait le disque d'or du soleil qui ne la brûlait pas, qui ne l'aveuglait pas. Elle filait vers l'infini. Elle était libre. Il faut vraiment garder en tête que les esclaves au Moyen-Âge ne sont pas des personnes civiles, ce sont des marchandises. À la grande différence des serfs, qui certes sont liés à un seigneur, c'est vrai, et ils ont des devoirs en l'égard du seigneur, mais ils n'appartiennent pas au seigneur. Ce sont des personnes qui ne peuvent absolument pas être vendues et qui reçoivent assistance et protection de la part du Seigneur. Les bourgeois de Perpignan abusaient de leurs esclaves femmes, surtout à partir de 1450, quand sont arrivées sur le marché de très belles circassiennes blanches et réputées d'ailleurs pour leur beauté. Les actes notariés stipulent qu'une femme est vendue ad omnes voluntates vestras libere faciendas, pour en faire et en user selon tes volontés. Si elle se retrouvait enceinte, parfois le maître les affranchissait, mais le plus souvent il les vendait ou il les louait très très cher comme nourrice. J'ai trouvé à plusieurs reprises l'exemple de 27 livres de location pour 1 an et demi. Et puis ils envoyaient l'enfant à l'hôpital Saint-Jean. En 1456, il y avait historiquement
50 nourrissons issus de ces unions et leur entretien coûtait extrêmement cher à l'hôpital. Du coup, en 1455, le pape avait fait crier par les rues de la ville que désormais, quand un enfant serait déposé nuitamment à la porte, les administrateurs de l'hôpital feraient des recherches pour trouver le père et lui faire supporter les frais, les dépenses de son bâtard. Et par parenthèse quand même, au cours de mes recherches, j'ai été fort surprise de trouver le cas très insolite et historique, là aussi, d'un huissier du roi qui en 1449 a acheté une très belle circassienne pour en faire son épouse. Alors, j'en reviens au drapier qui est propriétaire de Katrina. C'est un pareur de draps. C'est le sommet social des métiers de la laine à l'époque. Et c'est aussi un marchand. Et il a fait fortune. Les draps, ou cadis, de Perpignan étaient réputés dans toute l'Europe et en Orient. Il portait d'ailleurs l'estampille de la ville. La fabrication des cadis demandait une trentaine d'opérations depuis le lavage de la laine brute jusqu'à son après et son tendage, en passant par le filage. Son maître fait de Katrina d'ailleurs une fileuse au rouet, et puis il y avait le tissage et la teinture. Perpignan, à l'époque, fourmillait d'artisans de toutes sortes, que je m'efforce dans mon livre de mettre en scène, de faire vivre. Des tisserands et des teinturiers, bien évidemment, mais aussi des tanneurs, des gantiers, des orfèvres, etc., des restaurateurs, etc. Un teinturier, Père Jaubert, avec sa famille, a un rôle important dans mon livre. Il vit et travaille dans le Carré del Tint, spécialisé dans la teinture en rouge, avec de la Garance et de la cochenille. La profession est très réglementée à l'époque. On ne mélange pas les couleurs. La teinture, c'est quelque chose de très mystérieux. Ça relève de la magie, du diable. D'ailleurs, c'est un autre teinturier qui s'occupe du bleu. Chacun sa spécialité. Ce métier, naturellement, a été formellement déconseillé aux honnêtes gens. On se méfiait de tous les teinturiers. Manipuler les couleurs, c'est modifier l'ordre et la nature de ce qui a été voulu par Dieu. Toutefois, par leur savoir-faire et leur conduite irréprochable, certains teinturiers réussissaient tout de même à imposer le respect. Et bien sûr, c'est le cas de mon personnage dans mon roman. Second personnage principal, Abdallah, devenu Baphumet, pêcheur. Et il est d'abord l'esclave de Josep Rib, un hortola, beau mot catalan qui désigne l'horticulteur, comme vous le savez. Il cultive les riches terres de la plaine par-delà la porte de Canet. Devenu malgré lui un homme de la terre, le pauvre Baphumet n'a qu'une idée en tête, fuir. Surtout quand il apprend d'un compagnon d'infortune, Yacine, qu'en franchissant les Corbières, on peut marcher vers Toulouse, la ville qui depuis 1226 accorde un droit d'asile inaliénable à tout esclave qui franchit ses murs et refuse systématiquement de restituer un esclave en fuite. Donc le rêve, c'est de partir et d'aller à Toulouse. Un pèlerin de Compostelle, de passage à la Masia du maître de Baphumet, la Masia c'est le mât, c'est la ferme, donne à Baphumet l'idée de se déguiser en Jacquet pour tenter sa chance, d'autant que nombre de pèlerins font justement le crochet par Toulouse, qui conserve dans l'église Saint-Cernin les reliques et la tête de Saint Jaume Saint Jacques. Obsédé par son désir de liberté, il fuit, malgré les mises en garde de son ami Yacine. Le chemin est quand même très long.
Il risque d'être arrêté par les patrouilles sur la frontière et même au-delà. Il risque évidemment d'être détroussé, voire tué par des bandits qui pullulent. Il risque d'être capturé par un particulier qui espérera toujours être grassement payé s'il arrête un esclave ou s'il le fait jeter en prison, enfin bref, s'il intervient pour qu'un esclave soit restitué à son maître. Il est quand même parti et les péripéties ne vont pas manquer. Parfois tragiques, d'autres fois, fort heureusement, Baphomet fait des rencontres plus heureuses. En voici une. Ses provisions s'épuisaient, mais il savait se contenter de ce qu'il cueillait dans les haies et les fossés. Baies colorées, herbes odorantes, qu'il reconnaissait au passage et mâchait sans faim. Il ne courait pas le risque d'avoir soif et même il buvait beaucoup, histoire de se remplir l'estomac. Plus il avançait, plus il rencontrait de marcheurs, hommes et femmes, des villages et hameaux environnants, mais aussi des voyageurs. Il ne s'en inquiéta pas, rassuré de constater qu'on ne prenait pas garde à lui. Une formidable forteresse avec ses hautes murailles et ses impressionnantes tours lui fit lever la tête. Perchée sur un éperon rocheux, elle se découpait sur le ciel bleu vif, si écrasante de puissance qu'il en eut le vertige et chancela. Impressionnant, hein? C'est le castel de Prince Lawrence. Celui qui l'interpellait était assis sur un rocher avec un compagnon qui riait, la bouche pleine. En route pour Saint-Jacques-de-Compostelle? Comme nous? C'est ça, reprit le premier. Moi, c'est Peyre. Et voilà Loïs. Oui, comme vous, balbutia Abdallah pris de court. On va convoyer, alors. Tu manges un morceau avec nous avant de repartir? Non, je ne comptais pas m'arrêter. Allons, compagnon, tu nous offenses, lui reprocha Loïs. Tu viens de loin, si j'en juge par la poussière qui te couvre des pieds à la tête. Nous deux, on est d'Ansignan, à 15 lieues, au bas mot. Sur la défensive, mais soucieux de ne pas froisser les jaquets et surtout de ne pas éveiller leur méfiance, Abdallah s'assit près d'eux. Il prit sa carabassère d'eau fraîche et sortit de sa besace un tout petit bout de fromage. « Je viens d'un hameau du côté de Rivesaltes, dit-il évasivement, et je m'appelle Johan. »« Un Catalan !» s'exclama Peyre. « C'est tout ce que tu manges? Déjà en manque? Tiens, c'est de bon cœur, ajouta-t-il en lui tendant une large tranche de pain d'orge avec un oignon. Jovial l'un et l'autre, ils étaient aussi bavards, ce qui arrangeait Abdallah le taiseux. Il hésitait à partir avec eux. D'un autre côté, ne plus être seul avait quelque chose de rassurant. « Ah, je peux toujours faire un bout de chemin en leur compagnie, » pensa-t-il. Il finira par les quitter, ces gentils pèlerins, parce qu'il est honteux de faire semblant de prier quand eux s'arrêtent devant une croix pour faire leur dévotion. Et puis aussi parce qu'il redoute, à juste titre, qu'ils veuillent s'arrêter dans un monastère qui souvent accueillait les pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle. C'était l'usage, mais il fallait montrer un sauf-conduit de pèlerins, et évidemment, il n'en avait pas. Donc il a quitté les pèlerins et repris sa marche tout seul. Et pour finir, mon malheureux est arrêté et il croupit dans une prison de foi avant d'être ramené à Perpignan à son maître, qui le punit sauvagement et qui finit par le revendre à un apothicaire de Perpignan. Vicence Marty, un érudit, un brave homme, qui change son nom à nouveau pour Jordi. Et Jordi fera connaissance avec Katrina.
Néanmoins, son désir de liberté reste très vif et il voudrait bien entraîner avec lui sa Catriona, qui est beaucoup plus raisonnable, mais qui surtout a une solide raison de ne pas quitter Perpignan. Je vous laisse découvrir, si vous me lisez, comment aussi Jordi a finalement été affranchi par devant notaire et comment il est quand même resté près de celle qu'il aimait jusqu'à ce que, bon, point de suspension. Un détail qui a son importance, un esclave affranchi devient ce que l'on appelle un ingénu. C'est un terme qui est hérité du droit romain, qui signifie qu'il est dégagé de toute obligation à l'égard de son maître ou de ses ayants droit. Il prend le patronyme de son maître, c'est l'usage. Si c'est d'une femme, ce n'est pas le cas, et elle n'aura un nom que si elle se marie, et évidemment, ce sera le nom de son époux. Je précise aussi que même si elle est affranchie, elle ne peut se marier qu'avec l'autorisation de son ancien maître. Donc le sort des femmes, là, est déjà différent. Dans mon roman, bien sûr, le contexte historique est très important, vous vous en doutez. Si j'ai choisi la seconde moitié du XVe siècle, c'est que précisément c'est une période très riche en bouleversements historiques. Je ne veux pas en rentrer trop dans le détail naturellement, mais disons qu'au début du roman, le souverain de Catalogne, c'est Alphonse le Magnanime, roi d'Aragon, auquel succède en 1458 Jean II, ou Johann II, si vous voulez. Et en 1462 commence la guerre civile en Catalogne, ce qui suscite la convoitise des Français. Convoitise qui se porte d'abord sur Barcelone et sur l'ensemble de la Catalogne du Sud. Et ensuite, en raison des échecs de son armée, échecs répétés de son armée, Louis XI jette son dévolu sur le nord de la Catalogne et tout le Roussillon est sans cesse ravagé par la guerre. Perpignan va endurer 3 sièges successifs. En 1462-63, le premier siège d'1 mois se solde par l'occupation française de tout l'ensemble du Roussillon pendant 10 ans. En 1473, Johann II reprend le Roussillon. Mais Perpignan connaît un second siège de 5 mois, suivi d'un traité de paix tout à fait précaire, d'autant que le roi Johann retourne à Barcelone, pressé par des affaires qui concernent son fils. En décembre 1474 débute un 3e siège de 3 mois. Ce fut le plus terrible qui valut aux Perpignanais de la part des ennemis le sobriquet de menjarates, c'est-à-dire les mangeurs de rats. Aux famines se sont ajoutées les épidémies en tout genre, surtout qui manquaient d'eau potable. Mais la ville, néanmoins, a continué à résister. Épouvantée, n'en croyant pas ses oreilles, Catriona se cacha le visage dans ses mains quand Jordi évoqua devant elle les histoires de cannibalisme qu'on lui avait racontées. « C'est vrai, je t'assure, c'est affreux, mais il faut comprendre. Si je mourais, moi, je serais content de savoir que mon corps va encore servir à quelque chose. Cela dit, vu comme je suis maigre, il n'y aurait que quelques os à ronger. » Ne dis pas des choses pareilles, j'ai faim moi aussi, j'ai tout le temps faim, mais je préférais, plutôt que, oh non, elle n'acheva pas sa phrase. D'une maigreur squelettique, elle avait la figure tellement creusée qu'on ne voyait que ses yeux fiévreux d'un violet éteint. Chez Maître Antillac sévissait une sévère famine, comme dans chaque foyer, du plus modeste au plus cossu. Les silhouettes fantomatiques qui, au début du 3e siège, circulaient encore dans la maison, devenaient rares.
Chacun économisait ses forces en restant allongé, ne se levant que pour boire un vague bouillon dans lequel ne flottait plus le moindre morceau de viande, remplacé par des restes d'herbe. En janvier, le maître avait réussi à se procurer, on se demandait bien comment, un lapin chétif. Avait été sacrifié un gros coffre en bois pour allumer un feu dans la cuisine, et les os finement broyés avaient longuement mijoté dans un chaudron. Chacun s'était contenté de ce bouillon à peine parfumé, tandis que la chair avait été réservée pour Arnaud. Le père avait regardé son fils dévorer, et c'était comme si lui-même s'était nourri, au point qu'il en avait presque oublié ses crampes d'estomac. Du coin de l'œil, Arnaud l'avait guetté, et il avait profité d'un bref instant de distraction pour faire glisser quelques miettes de viande dans une coupelle cachée sur ses genoux sous une serviette. Sa chère Rina n'avait pas eu le cœur de refuser son touchant cadeau, mais de ses doigts fins, elle avait attrapé des bouchées minuscules ou un peu plus grosses, qu'elle portait alternativement à ses lèvres et à celles du jeune garçon. Jordi aurait donné n'importe quoi pour apporter quelque chose à manger à Katrina. Quand il la prenait contre lui, son cœur se serrait de la sentir si menue, si fragile. Il la voyait dépérir et avait peur de la perdre. L'occupation française, elle va durer 20 ans cette fois. Mais mon livre s'arrête bien avant, en 1476. Et chaque fois, la résistance des Perpignanais qui mouraient de faim fut absolument héroïque. Ils allèrent jusqu'à assiéger le château royal qui était tenu par Karl Doms. La répression, évidemment, fut d'autant plus terrible. Complots et soulèvements éclatèrent néanmoins pendant l'occupation et toujours ils furent sauvagement réprimés. Et les esclaves, comment vivaient-ils cette situation dramatique? La montrer avec leur regard m'a paru intéressant. Ils souffrent évidemment énormément, mais ils sont forcément solidaires des autres habitants et en même temps, ils ont conscience de subir une guerre qui n'est pas la leur. C'est l'affaire des Catalans et des Français, observe Jordi. L'essentiel pour nous autres étant de vivre en paix, quel que soit le roi. Il garde pour lui que les Perpignanais sont en train de découvrir ce qu'était la servitude. Et pour un peu, il y aurait vu un juste retour des choses. Les enjeux sont très difficiles à comprendre pour Jordi, bien sûr. Maître Marty, l'apothicaire, son nouveau maître, explique l'essentiel à son esclave, qui à son tour informe Katrina. Mais le rêve de liberté, il est toujours là. Voilà, j'ai pas tout dit à propos de ce roman, qui désormais appartient à ses lecteurs. J'ai coutume de dire qu'un auteur se doit d'être humble, une fois mis le point final, et croyez-moi, pour moi c'est très difficile de le mettre, le point final, c'est à chaque lecteur de s'en emparer et en somme de le réécrire à sa façon. Avant d'écouter Francisco et son bel instrument, si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas, je m'efforcerai de vous répondre. Une précision d'importance tout de même, je vous demande votre indulgence, voire votre compréhension, car je suis victime depuis maintenant 6 mois d'effets secondaires de la vaccination anti-Covid. Il paraît que ce sont des effets rares, mais je peux vous dire qu'ils sont très dérangeants. Je souffre d'acouphènes très prononcés qui risquent de m'empêcher de bien vous entendre. Heureusement, j'ai Francisco à côté de moi qui m'aidera si jamais j'ai du mal à comprendre, et en tout cas, je vous répondrai bien volontiers, donc n'hésitez pas si vous avez des questions à me poser. Comment ça
appelle le pays, vous parliez de Circassie, dans le nord-ouest de l'Asie centrale. Comment on l'appelle aujourd'hui, ce pays? Ben, c'est le Caucase, hein, c'est la partie du Caucase, et je crois que ça appartient à la Russie, Oui. cette région-là. Ça appartient à la Russie. Oui, ça appartient. Ah oui, oui, oui. Mais bon, on l'appelait la Circassie à l'époque, et ça correspond en gros au nord-ouest du Caucase. Et aujourd'hui, ça appartient à la Russie. Oui, bien sûr. Et alors donc sur ces bords de montagne et sur le bord de la mer, il y avait toute une population qui vivait là, de Circassiens, qui étaient extrêmement réputés, à la fois les hommes et les femmes, pour leur beauté extraordinaire, avec des femmes qui avaient souvent le teint clair et les yeux très clairs aussi, ou des yeux violets, comme mon héroïne, et les hommes en plus étaient souvent beaucoup plus grands que la moyenne des hommes qu'on pouvait ramasser, si j'ose dire, surtout le pourtour de la Méditerranée. Donc ils étaient extrêmement prisés. C'est pas un hasard non plus si dans les harems d'Orient on retrouve beaucoup de circassiennes, justement. Et de ça, il y en a eu énormément. Certaines d'ailleurs sont même devenues des reines, paraît-il. Merci. D'autres. Ça désigne les artistes du cirque. Pardon? De nos jours, ça désigne les artistes du cirque. Hein, j'ai pas compris. De nos jours, Les circassiens, Oui. ça désigne, dit monsieur, les artistes de cirque. Ah non, 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 aucun rapport avec... non, 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 je crois pas. tort ou à raison. Hein. Non, 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 aucun rapport. Non. Par contre, c'est vrai que dans tous les textes du Moyen-Âge, ils sont qualifiés de circassiens, toujours. Est-ce qu'on a un chiffre à peu près exact du nombre d'esclaves sur Perpignan? Eh bien, c'est assez difficile à dire. J'ai fait des recherches. J'ai trouvé quelquefois des chiffres contradictoires. En 1431, il y avait au moins 300 à 350 esclaves en Roussillon. Et il y avait 2 fois plus de femmes que d'hommes. Pour une raison bien simple d'ailleurs, c'est que souvent c'était des domestiques et qu'on employait plus volontiers des femmes comme domestiques que des hommes. Néanmoins, des hommes, il y en avait, surtout dans les villes, surtout à Perpignan, à Elne aussi, il y en avait énormément, mais il y en avait dans les campagnes hein, pour travailler les terres, bien sûr. Et à l'époque, à Perpignan, d'après ce que j'ai trouvé, il y a de 12, les chiffres sont pas très précis, hein, de 12 à 15 000 habitants, alors qu'il y en avait 19 000 à la fin du siècle précédent. Mais il faut penser qu'au siècle précédent, donc au XIVe, il y a eu des épidémies de peste, et en particulier la peste noire, qui a donc décimé complètement les populations. Donc le nombre d'habitants à Perpignan a nettement baissé. Mais d'après ce que j'ai trouvé, quand même, il y en avait encore 12 à 15 000 au XVe siècle. Et le nombre d'esclaves, donc, en Roussillon, et massivement, ils étaient à Perpignan, hein, dans les villes et surtout à Perpignan. La langue qui était parlée, c'était le catalan. Pardon? La langue qui était parlée au XVe siècle, c'était le catalan. Ah ben bien sûr, ah oui, 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 bien sûr. Et d'ailleurs, l'esclave dont je parlais tout à l'heure, Margarita, elle a oublié sa langue, elle ne sait pas d'où elle vient, mais elle parle catalan. Et Katrina, elle apprend chez ses maîtres à parler comme eux, elle apprend le catalan. Ils apprennent tous le catalan in situ, hein, ils ne peuvent pas faire autrement. Oui, bien sûr, c'est le catalan, ça va de soi. Bon, ben, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais passer la parole musicale à Francisco et à son bel instrument. Alors tout à l'heure, Nicole parlait de la mer Noire. Oui. C'est un instrument de la mer Noire. Ouais. Ça s'appelle baglama. Je sais très mal en jouer. C'est surtout pour faire entendre les sonorités, parce que c'est des sonorités d'époque quand même. Oui, oui. Et le nom français, c'est Il n'y a pas de nom de français, c'est baglama.
Si vous regardez l'iconographie égyptienne, on voit des instruments semblables à ça. Oui. Oui. On voit. En fait, c'est une autre forme. C'est pas une forme de guitare. C'est une forme. On appelait ça parce que c'est des cordes métalliques, des sistres. Oui. Les guitares étaient, comme le luth, étaient des cordes en boyau. Et ces instruments, c'était... Il me semble avoir vu sur des poteries crétoises ou grecques anciennes des instruments qui ressemblent à ça. Oui, oui, de toute façon, bon, ça ressemble. C'est une caisse de résonance avec un manche et des cordes tendues. C'est un arc. Au départ, c'est un arc. Oui. Voilà. C'est un arc. Mais par contre, c'est un son très, très particulier. Et c'est le principe de la cornemuse. C'est-à-dire qu'il y a des cordes, des bourdons et une chanterelle. Qui fait que c'est le même principe qu'on entend dans les musiques celtiques. Oui, oui. Alors je vais essayer de vous faire entendre un peu ça, mais... Voilà, après, musicalement, c'est une culture aussi. Donc,
la musique turque, c'est assez compliqué, c'est pas cartésien. Nos musiques ici sont très cartésiennes. C'est 2, c'est 4, c'est 6, 8, 9, c'est très cartésien. La musique turque, c'est 3 et 2. Toujours. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 3, 1, 2. Voilà, c'est un autre langage, que je méconnais. C'est plus pour danser. Ah, mais c'est très chanté aussi, hein. Il s'accompagne en fait. Moi, je suis incapable de jouer de jouer en m'accompagnant, mais il s'accompagne avec cet instrument. C'est assez impressionnant de voir les ressources. En fait, ils improvisent, mais avec des structures. Comme nous, dans le jazz, on a des grilles harmoniques, on a des structures harmoniques. Ils en ont aussi, et c'est pas les mêmes que les nôtres. Vous voyez, par exemple, un petit détail, vous avez des quarts de ton. Ça, c'est chez nous, ça. Mais eux, c'est... Ouais. Et donc, il faut connaître leur gamme, en fait. Ouais. Les gammes, comme dans les musiques hindoues ou asiatiques, on a des gammes qui sont pas... Nous, on a 7 notes. En Chine, il y a 5 notes. La gamme pentatonique. Toute la musique chinoise est basée sur une gamme pentatonique. Et bon, c'est très mathématique la musique. Hein. Voilà, donc... La basse toujours à vide. Pardon? La basse toujours jouée à vide. Ah bah c'est le principe de la cornemuse. Hein. En fait, c'est quarte et quinte. Vous avez quarte et quinte qui est toujours en... Voilà, c'est cet accompagnement qui est toujours là. Les mélodies se font sur la première. Après, là, moi je connais pas, mais je vois que ils ont des... Enfin, ils savent jouer, quoi. Voilà. C'est vaste la musique, le monde musical est vaste. Donc... voilà, c'était pour illustrer. Alors, j'ai voulu merci beaucoup, c'était une très belle illustration. Merci à toi. Le luth Renaissance. Merci. Et le luth Renaissance, ça c'est le luth européen. Alors, à l'époque, il devait être maigre. Parce que je vous assure, c'est vraiment très compliqué à tenir ça, pour jouer. Et oui, il n'y a pas d'appui. Oui, c'est joli. C'est une... Et donc, si vous avez un peu de ventre, c'est... C'est pour ça qu'en Espagne, on a un instrument qui ressemble à ça, mais qui a une forme de guitare, c'est-à-dire qu'avec un fond plat. On appelle la vihuela. La vihuela, c'est le mot, c'est vielle. Hein, vielle qui vient de fidèle, fil, de la corde finalement. Et les Espagnols étaient plutôt ventrus, alors ils ont réglé le problème, parce que c'est vrai que c'est pas facile à tenir. Là, pour faire plaisir à Nicole, non, ça va. Je suis payé dans mon épaule, parce que c'est pas du tout la même position de la guitare. Et ça n'est pas la même sonorité si le son est plat, parce que là, ça fait une répercussion. Oui, mais enfin, la vihuela, c'est pas très différent, parce que ce qui compte, c'est surtout la table. C'est la table qui compte. Donc, moi j'ai fait concert luth et vihuela en duo. Ça colle très bien.
après les sonorités. Le problème aussi, c'est que moi, comme guitariste, j'ai des ongles. Et cet instrument, on doit le jouer sans ongles. Alors c'est pas simple. Bon, je vais vous faire entendre un petit peu. Couper les ongles à la main gauche et laisser pousser à la main droite. Ah bah oui, ça c'est la. Moi j'ai des mains de guitariste, vous voyez, j'ai la main gauche et les cordes au bout des doigts et il n'y a pas d'ongles. Par contre là, voilà. Ça c'est l'instrument du guitariste, les ongles. C'est notre sonorité, c'est notre. C'est pas donné à tout le monde de jouer de cet instrument. Un nain ne peut pas jouer. Il n'a pas les doigts. Alors j'ai eu l'occasion d'écouter à Ankara un quatuor de ça. Avec, alors il y a, comme nous on a le violon, l'alto, et eux ils ont le plus petit, le plus grand. Oui, c'était incroyable. Pareil pas, mais... Voilà pour évoquer donc. C'était une très jolie illustration. C'était surtout voilà les sonorités. Voilà, merci à toi Francisco. Merci à toi. Merci beaucoup.